l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RTS 2. Midi Actu, c'est parti pour ce jour. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Notre invitée du jour qui va nous accompagner dans ce numéro de Midi Actu, il s'agit de Madame Fatou Sarr Sow, socio-anthropologue. Bienvenue à vous, Madame Sow. Merci. Alors, tout à l'heure, nous allons parler du caucus des femmes leaders et d'un programme aussi que vous allez proposer aux candidats à la présidentielle. C'est bien cela? Oui. Voilà, donc ce sera tout à l'heure. Tout de suite, nous démarrons avec la chronique éducation, juste après ceci. Éducation, nous parlons des greniers scolaires. L'objectif est de faire en sorte que l'alimentation scolaire soit assurée par des contributions volontaires, initiative qui peut donc permettre de lutter contre la malnutrition en milieu scolaire. Reportage. Ce vaste champ de mil qui s'étend sur 2 hectares est la propriété de l'école du village de Dantahoun dans la commune de Nioro Alassane. Ici, pour combler le vide laissé par le retrait du programme alimentaire mondial des cantines scolaires, la communauté a pris son destin en main avec l'initiative Grenier scolaire. Nous avons mutualisé nos forces pour remettre notre école sur la bonne marche. L'absence de la cantine scolaire avait poussé beaucoup d'élèves à sécher les cours. On a jugé nécessaire de nous organiser par rapport aux moyens de bord pour essayer de prendre en charge l'alimentation scolaire. Au village de Sadioga, c'est la même démarche. Les populations, main dans la main, ont mis en place 6 champs communautaires de différentes variétés. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'investissement de la communauté. Aujourd'hui, dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Foundiougne, 25 écoles pratiquent l'initiative Grenier scolaire. Dans ce lot, 10 ont des champs communautaires. Le reste fait recours à des collectes de denrées alimentaires ou d'autres activités comme la pêche, la cueillette de noix d'acajou, ou encore l'élevage de poulets de chair pour maintenir les cantines scolaires. Alors, Madame Sow, vous me disiez hors caméra que ce genre d'initiative existe depuis fort longtemps. Ça existait dans le passé. Il y avait des champs communautaires, les écoles, des villages avaient des champs qui étaient destinés, soit des champs, soit des jardins scolaires aussi, qui permettaient d'avoir des légumes, d'autres qui faisaient cela. Ce n'est pas simplement au Sénégal, ça existait aussi dans d'autres pays africains. Mais on l'a abandonné. Or, les enfants à un certain âge sont d'une santé assez fragile et ont besoin d'éléments nutritifs pour leur croissance et pour simplement être le suivi à l'école. Donc, beaucoup ne mangent pas le matin en quittant chez eux, etc. C'est ça qui a été à la base des cantines scolaires, pour permettre, avec les distances qui se faisaient entre les écoles, parce qu'on créait une école pas dans chaque village, mais comme les villages sont dispersés, il y a des enfants qui quittaient leur village pour ne revenir que le soir. Et nous avons eu des expériences, en tout cas dans les études, des personnes qui partaient uniquement avec une écuelle de couscous pour manger à l'école, qui ont réussi aujourd'hui et qui ont essayé d'aider aussi leur communauté. Et donc il faut saluer, je pense, cette initiative, parce que c'est la communauté qui doit participer activement à la prise en charge des besoins de ses membres, et aidé par les collectivités locales, aidé par l'État. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une rupture entre la relation entre l'État et les communautés, tout ce qui est l'administration, le phénomène top-down, donc tout vient de l'État, tout le monde attend de l'État parce que les gens ne se sont jamais appropriés ces questions-là. Donc quand vous voyez, c'est le même phénomène que les DARA. Les DARA, les gens l'ont conçu comme une affaire de la communauté et c'est ce qui faisait que c'est la population qui donnait à manger aux enfants des DARA, qui apportaient soit de l'alimentation ou qui étaient des Ndayu DARA. Donc tout ça, ça relève d'un manque d'intégration ou d'appropriation. Et ça, c'est intéressant que des communautés reprennent l'initiative, parce qu'avec le programme alimentaire mondial qui avait inondé pas mal d'écoles, ça avait fait un retrait. Mais aujourd'hui, c'est intéressant qu'ils prennent conscience
de l'intérêt de cela et c'est la pérennisation. Voilà. Donc vous êtes socio-anthropologue. L'importance d'une bonne alimentation pour l'enfant qui va à l'école, est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Parce que c'est l'éducation, mais ça touche aussi à la santé. Mais oui, vous savez que quand l'enfant ne reçoit pas les éléments nutritifs qu'il faut, mais il ne va pas suivre en classe. C'est ça qui a expliqué les donner du lait à l'enfant parce qu'il manque de glucides. À un moment donné, l'enfant manque de glucides. S'il n'a pas pris son petit déjeuner correctement, il n'a pas l'énergie nécessaire qui lui permet de suivre les cours. Donc, beaucoup de problèmes de non-suivi et d'échecs scolaires sont liés à des problèmes d'alimentation. Et d'ailleurs, les gens vous disent que même au-delà même de l'enfant, 80% de la maladie est liée à la question alimentaire. Ce n'est pas simplement la maladie en tant que telle. Donc la question de l'alimentation, c'est la prévention. Et surtout pour les enfants qui ont des besoins de croissance. Vous voyez, il y a des enfants qui ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas de vitamine A, d'autres sont inactifs parce qu'ils n'ont pas de vitamine C. Et c'est ça l'enjeu de leur donner une alimentation complète. Et peut-être c'est des modèles à généraliser. Tout à fait. Nous passons à la suite de Midi Actu. Côté société, nous nous intéressons à l'élevage. Plus de 131 organisations évoluant dans ce secteur ont donc reçu du matériel d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Une manière pour le ministère de tutelle de dynamiser la production et l'autosuffisance en lait et aussi en viande. Reportage. Matériel spécialisé dans la production fourragère, la production laitière et avicole, plus d'1 milliard de francs CFA pour participer davantage à la promotion de l'élevage et d'en faire un facteur déterminant de l'émergence de notre pays. Dans un contexte de changement climatique et de compétition internationale, la nécessaire transformation des systèmes de production animale et le développement des chaînes de valeur animales requiert un équipement adéquat et performant des unités de production. Une action de plus en faveur de l'élevage, une action qui ne passe pas sous silence. C'est une avancée notable, tout le monde l'a vu, avec notamment l'aliment de bétail. Et je vous assure que la balle reste dans le camp des éleveurs. Vous avez accompli votre devoir vis-à-vis de nous. Le ranch de Doli en est une illustration. On vous remercie à travers tous les éleveurs du Sénégal. Un matériel aussi important, le lait, fauchage, tout ce qui est concerné avicole, vraiment c'est quelque chose de très très important pour notre élevage national. Au total, 131 organisations ont bénéficié de cet accompagnement, un appui conséquent qui va faire tache d'huile dans la production des ressources animales au Sénégal. Donc, on parlait tout à l'heure d'une bonne alimentation. Ici, on voit que 131 organisations qui évoluent dans le secteur de l'élevage ont reçu donc du matériel d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. C'est comme deux sujets qui se rejoignent à un point. Oui, absolument. Donc, tout ça rentre dans le cadre de l'alimentation. C'est bien que le Sénégal réoriente un peu sa politique de l'élevage, en tout cas en termes d'autosuffisance alimentaire, parce que ce n'est pas normal qu'on continue à importer de la viande d'Australie. Ce sont des viandes avec hormones. Oui, que ce sont des viandes avec de l'hormone et qui est préjudiciable à la santé des populations. Donc, le bétail que nous avons au Sénégal est beaucoup plus sain pour notre alimentation. Maintenant, dans le lait, ce que nous importons comme lait, c'est du lait végétal, tout simplement transformé. Donc, tout produit transformé contient des produits chimiques de conservation qui sont aussi néfastes à la santé. Or, nous avons les moyens vraiment de notre autonomie dans ce secteur, mais il faut s'en féliciter aussi parce que le secteur de l'élevage est le premier secteur où les femmes ont une autonomie économique parce que les femmes sont propriétaires de bétail. Parce que vous savez que dans la culture Peul, à la naissance, on vous donne un animal qui va fructifier. La dot, c'est en bétail. Donc, les femmes ont une proportion importante du bétail qui est leur propre propriété. Et avec un accompagnement, moi, je pense que c'est le secteur sur lequel il faut le plus viser, contrairement à la terre, où c'est plus difficile. Parce que même le paysan n'a pas suffisamment de terre au Sénégal. Ils ont en moyenne 1 hectare, ils n'ont pas de quoi distribuer à 1, 2, 3 épouses. C'est pourquoi nous pensons que c'est l'État qui doit aménager de nouvelles terres pour les donner aux femmes. Par contre, dans l'élevage,
les femmes ont déjà un capital. Il suffit de les accompagner pour qu'on ait des résultats. C'est pourquoi il faut saluer effectivement cette politique-là. Et je pense aussi que c'est pratiquement la même chose avec le secteur agricole. Ici, on parle de plus en plus du consommé local. Je pense que les Sénégalais ont tendance à mieux privilégier aujourd'hui, en tout cas, ce qui est fait chez nous. Mais en tant que vous, sociologue, qu'est-ce qui nous manque, nous autres, pour vraiment valoriser nos produits locaux? Mais c'est des politiques publiques, à mon avis, et les moyens. Le problème, ce n'est pas la valorisation des produits locaux, c'est la disponibilité et le coût. Parce que le consommateur, lui, il cherche le coût, avantage et coût, du prix et de l'avantage. Donc, si le produit est disponible, si le produit a un moindre coût, mais c'est ce produit-là qu'il va chercher. Ce n'est pas parce qu'il cherche qu'il préfère un produit importé, mais c'est que le produit importé qu'on lui donne coûte moins cher que le produit local. Mais malheureusement, c'est un produit de moindre qualité et de très mauvaise qualité. Donc, quand on a vu toute la transformation des céréales, maintenant on les retrouve dans les supermarchés et dans les boutiques, les gens vont les acheter. Donc, toute la question, c'est quelle stratégie pour que la production locale soit de bonne qualité, soit accessible et soit facile. Parce que les produits locaux, si c'est la femme elle-même qui doit procéder, le processus de transformation dépend de la femme, ça lui prend beaucoup de temps, ce que nous appelons le budget temps. Par contre, une fois qu'il a le riz, il ne fait que nettoyer et mettre dans la marmite, c'est beaucoup plus facile pour elle. Mais si elle devait s'occuper de décortiquer, de transformer, elle ne le ferait pas. C'est la même chose pour nos produits locaux. Donc c'est une volonté politique, une vision qui va nous amener vers cette autosuffisance, pas simplement une autosuffisance, mais aussi l'exportation. Parce que l'enjeu du monde à venir, c'est l'alimentation. Tout le monde le sait. La faim est là dans le monde. Si nous avons le potentiel énorme au Sénégal, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, c'est de nous débarrasser de la tyrannie de l'agriculture pluviale et d'aller vers le système d'irrigation pour pouvoir, à mon avis, avoir notre propre autosuffisance et exporter aussi ailleurs. Tout à fait. Et nous passons donc, mesdames et messieurs, à la dernière partie de ce magazine. Pour parler bien sûr de cette caravane tenue ce week-end, l'occasion pour les autorités présentes de formuler des recommandations pour une élection apaisée. Un reportage signé Nefatou Ndiaye. C'est sous ces versets coraniques que le mouvement Sénégarek est allé à la rencontre de la population sénégalaise pour sensibiliser sur les incidents engendrés par la campagne électorale. À travers une caravane, le dit mouvement appelle au maintien de la paix sociale. Nous sommes une nation une et indivisible. Cette indivisibilité ne pourra être pérenne que si et seulement si la paix est le socle de toutes nos relations. La paix est source de nos objectifs. Et à ce titre, partout où nous sommes passés, depuis maintenant presque 10 jours, chaque fois qu'on rencontre des caravanes de la paix ou des militants de la paix, on les salue chaleureusement parce que nous rencontrons nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes et nos voisins. L'ensemble des 6 communes de l'arrondissement, on se joint les forces pour prôner la paix, parce que rien de grand ne peut se faire sans la paix. Les différentes autorités communales rencontrées ont magnifié cette initiative. Elles invitent la population à une élection apaisée. C'est un appel que nous lançons à tous les citoyens de ce pays, surtout à ceux de l'arrondissement de Grand Dakar, pour dire que les élections doivent se dérouler dans la paix. Et cela suppose que chaque citoyen aille voter le jour du scrutin, faire son choix librement et rentrer tranquillement chez lui sans faire de rassemblement dans les lieux de vote ou aux alentours des bureaux de vote. Donc nous devons autant que possible sauver les institutions et faire en sorte que tous les citoyens vivent dans la paix et dans la concorde. Une élection, c'est un jour de fête. C'est un jour vraiment de joie pour tout le monde, mais ça ne doit pas être un jour de, je ne sais pas moi, d'affrontement ou autre chose. Après le 24 février, ce que nous souhaitons, c'est que le lendemain, le 25, tout le monde vaque à ses besoins. Les gens du marché continuent leur commerce, les fonctionnaires au travail, le secteur privé au travail et le port, lui, il va travailler même le 24 février. Donc nous sommes tous des Sénégalais et nous voulons tous
l'émergence de ce pays. Et l'émergence se fera dans la paix, Inch'Allah. Le dit mouvement, qui en est à sa deuxième, a sillonné les rues et ruelles de Sacré-Cœur, Mermoz, Baobab, HLM, Liberté, Amitié, entre autres. Ainsi, il compte, dans ses prochaines éditions, répandre ses activités sur l'ensemble du territoire national. Merci donc à Ndeifatou Ndiaye. Madame Sow, nous venons de suivre ce reportage, cette caravane pour la paix, un appel au maintien de la paix, souvent formulé donc un peu partout du côté de la population, du côté des autorités. Votre point de vue là-dessus? Je pense qu'il faut féliciter les initiateurs de cette caravane de la paix, parce que le Sénégal, la chance que ce pays a eue d'avoir plus d'un siècle de stabilité, c'est lié à un modèle de société sur lequel nous nous sommes projetés. Et c'est important aussi que les leaders politiques, eux aussi, appellent à la paix. Et nous espérons donc, nous le souhaitons, le 24, les gens iront se coucher tranquillement et le lendemain, les gens iront au travail comme d'habitude. Et le label sénégalais continuera, en tout cas cette marque qui fait notre spécificité en Afrique et dans le monde va continuer, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Très bien. Donc, Madame Sow, vous avez sorti un livret, Quel président pour la famille sénégalaise. Donc, je pense que c'est relatif un peu à cette présidentielle du 24 février prochain. Mais nous allons d'abord parler, j'aimerais que nous parlions d'abord du caucus des femmes leaders. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Oui, le caucus est né le 16 avril 2010, parce qu'auparavant, en 2007, il y a eu une marche des femmes vers le palais de différentes organisations féminines pour réclamer la loi sur la parité. Elle a été votée, mais c'était une parité partielle qui concernait uniquement une moitié de la liste. Or, le Parti socialiste s'était levé aussi pour un recours, avait projeté un recours contre cette loi qu'elle considérait comme anticonstitutionnelle. Par la suite, le président Wade a révisé la Constitution pour permettre à la loi de passer. Et en 2010, il a soumis ce projet. Et des organisations qui étaient contre ce projet de loi avaient dit qu'elles voulaient marcher. Et nous savions que si jamais cette organisation marchait, le président Wade pouvait reculer. Et c'est pourquoi nous avons appelé toutes les femmes le 16 avril au Breda, le laboratoire qui a pris l'initiative d'appeler les femmes des partis politiques, des syndicats, de la société civile, pour leur dire, bon voilà, si jamais on rate le mandat de Wade, c'est fini parce que le prochain président n'aura pas la latitude de faire ce qu'il veut et les alliances se feront sur le dos des femmes. Tout à fait. Et je pense que nous avons eu raison par la suite. Et nous avons demandé, les femmes ont discuté, on leur a sorti tous les argumentaires. Wade avait reculé pour les lycées Vanvo, pour les marchands ambulants, pour le cimetière, etc. Et les femmes ont décidé d'aller voir le président. C'était sous l'initiative, je crois, d'Awa Wade à l'époque de la LD. Et il y avait Aminata Mbengue, Matassi Diallo, il y avait Awa Diop. Donc tous ces leaders des différents partis politiques, du pouvoir comme de l'opposition. On est allé voir Abdoulaye Wade qui a soutenu le caucus. Et nous avons fait le tour du Sénégal pour la sensibilisation parce qu'il y avait une forte hostilité. Mais le laboratoire a développé tout l'argumentaire pour montrer que la parité, c'est uniquement dans l'espace politique et pas dans les autres espaces, parce qu'à la fonction publique, on ne peut pas parler de parité parce qu'il y a une barrière d'entrée, il faut avoir un diplôme, une qualification. On ne vous recrute pas à la RTS parce que vous êtes femme ou jeune ou handicapée, mais on vous recrute parce que vous avez une qualification. Tout à fait. Maintenant, dans ces espaces, à compétences égales, on peut faire la discrimination positive. Mais il fallait que les espaces électifs, notamment à l'Assemblée nationale, où on vote la loi, où on vote le budget, que les femmes y soient, pour que les lois qui ne leur sont pas favorables, qu'on puisse les enlever, pour que le budget puisse être réparti de manière équitable. Mais nous le faisions pour le futur. Nous savons que ce n'est pas ni la première assemblée ou la deuxième qui nous permettrait de le régler, mais il est plus facile de faire une loi que de la défaire. En 2014, il y a eu une tentative de supprimer cette loi, ça n'a pas marché, et le caucus a accompagné donc les législatives, après les législatives, en formant les députés à l'argumentaire, à la communication politique. Nous avons aussi travaillé avec les radios communautaires, avec l'URAC, pour les femmes au niveau des locales. Et maintenant, en 2019, fort de ce que toujours les résultats de la recherche nous ont montré, parce qu'on a fait un livre qui s'appelait « En zéro de la parité », et les indicateurs c'était affolant.
À l'époque, on disait 42% des enfants ne vivent pas avec leurs deux parents, 46% à peu près des enfants de la prédélinquance des filles. Donc, si je comprends, en fait, ce livret, vous l'avez sorti pour un peu attirer l'attention sur la place de la famille. En tout cas, que ce soit intégré dans les programmes. D'accord. Donc, une fois que nous avons... C'est les indicateurs. Et cette année, nous avons travaillé sur les indicateurs pour voir qu'il y a une fragilité extrême de la famille. Or, c'est la première institution, le premier espace de production du citoyen. Si les politiques publiques ne s'intéressent pas à cette famille et qu'il y ait une dislocation de cette famille, c'est toute la société qui va crouler. Alors, parce que nous disons, c'est pour dire que l'approche qui a existé jusqu'ici, sectorielle, où les femmes d'un côté, les handicapés de l'autre, les veillards, etc., ce n'est pas cela. Il faut donner à la famille les moyens de prendre en charge ses malades, son malade mental, la personne handicapée, la personne qui n'a pas de travail, etc. Donc, c'est cette approche-là que nous avons utilisée cette année. Et nous avons sorti tous les indicateurs que nous avons montrés dans cet ouvrage, que nous avons envoyé à tous les leaders politiques, en tout cas à toutes les coalitions. Nous leur avons renvoyé ce document-là pour qu'ils en prennent conscience. Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est accompagner. Et nous avons fait un atelier de lancement. Demain, nous allons faire un atelier de validation du travail des consultants qui ont évalué ces programmes par rapport aux préoccupations de la famille avec un scoring. D'accord. Et nous aurons quels sont les programmes qui ont pris en compte plus les femmes, la famille plutôt, parce que ce n'est plus la femme, qui ont plus pris en compte la femme, la famille. Évidemment, la femme va être là-dedans comme élément central de la famille. Par exemple, la reconversion des pensions. Ce n'est pas normal que les femmes fonctionnaires ne puissent pas, quand elles décèdent, qu'il y ait une reconversion vis-à-vis de leurs ayants droit. Parce que ce revenu-là qui sort de la famille va fragiliser aussi la famille. Alors que c'est différent pour un homme qui décède. Il n'y a pas de raison que des malades mentales continuent ou les malades mentaux continuent à errer dans les villes, parce que c'est toujours la femme qui s'occupe de l'occupe du soin et du care. Quand les personnes âgées sont malades, quand il y a des malades mentaux, quand il y a des handicapés, c'est la mère qui souffre davantage. Et donc, c'est l'élément central. Mais quand vous parlez de famille, est-ce que cela concerne les familles qui sont ici au Sénégal ou alors les familles sénégalaises au niveau de la diaspora également? Justement, dans ce document-là, nous avons parlé de les mutations qui sont en train de se faire au niveau des familles de manière internationale. Nous avons aujourd'hui des familles, parce que la définition que nous avons de la famille, c'est sortie des liens sacrés du mariage avec les enfants, les parents, etc. Alors qu'ailleurs, il y a des familles qui ne sont plus munies par le mariage. Le concubinage, c'est une famille. Les Pax, c'est une famille. Les lesbiennes peuvent se mettre ensemble, les homosexuels, etc. Et le Sénégal ne restera pas indemne par rapport aux mutations qui surviennent dans d'autres espaces. D'autant plus que nous avons des enfants de la migration, de la diaspora qui vivent dans ces milieux-là et qui sont de notre propre milieu. Donc, il faut des politiques publiques qui prennent en compte l'ensemble de ces questions pour anticiper et savoir comment nous pouvons projeter le modèle que nous voulons. Parce que tous les pays du monde se mettent en place des politiques publiques en fonction du projet de société qu'ils veulent. Si les pays nordiques donnent 3 années de congé de maternité, c'est parce qu'ils pensent que la production de l'enfant est importante. La famille est le premier espace de production du citoyen dont l'État a besoin. C'est pourquoi l'État doit aider. Est-ce que vous avez abordé cette question justement de l'allaitement, de congé de maternité? C'est le premier problème parce que nous, notre analyse, c'est que il y a une incohérence des politiques sociales et des politiques publiques parce qu'on dit qu'il faut 6 mois d'allaitement exclusif. Or, on ne donne pas à la femme les moyens de faire cet allaitement exclusif, à la femme travailleuse. Donc, il faut soit harmoniser les congés de maternité, soit mettre des crèches ensemble ou proposer d'autres alternatives. Mais quoi qu'il en soit, ça, le constat est qu'il y a une incohérence de politique publique à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des femmes qui s'affolent en disant oui, parce que comme je dis, les femmes sont conservatrices, c'est elles qui étaient contre la parité, c'est elles qui sont contre l'allaitement maternel, et pourtant c'est pour leur propre intérêt. Est-ce que ce n'est pas un peu culturel aussi? Non, elles ont peur de perdre leur travail. D'accord. Et celles qui s'expriment, elles ont peur de perdre leur travail. C'est face à l'emploi, c'est la précarité de l'emploi et il faut les comprendre. Mais il faut les rassurer qu'une fois qu'une politique publique est mise en place, aucun employeur n'osera et ne pourra le faire. Maintenant, produire un enfant, d'abord l'histoire de l'allaitement maternel, c'est pour les poches de l'État. Ne serait-ce que les maladies qu'on est en train de prévenir. Le cancer, aujourd'hui, nous l'avons sorti dans notre document. Il faut une prise en charge de ces maladies émergentes parce que... Les nouvelles maladies? Oui, les femmes qui ont le cancer, parfois, les maris les rejettent de la famille et les laissent entre les mains de la famille. Or, l'allaitement maternel contribue
prolongée contribue à diminuer les risques de cancer, contribue à diminuer les risques de maladies infantiles. Donc, on va gagner en termes de budget de santé curatif, donc dans la prévention. Donc, c'est toute une série d'éléments qu'il faut évaluer. Qu'est-ce que la société gagne dans cela? Et pas simplement avoir cette approche individuelle de l'individu qu'on sort du contexte global. Donc, on a sorti une série de 13 points. Et nous regardons ce que chaque candidat fait. Et une fois qu'au sortir du 24 février, on saura qui est maintenant président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire avec ce document? Voilà, nous, le document, nous l'avons expliqué. Nous avons envoyé une lettre à l'ensemble des coalitions, les candidats, pour leur dire que c'est notre contribution du caucus à la construction de ce pays, mais sur la base d'études. Parce que souvent, les programmes, ils mettent en place des points juste pour les mettre. Nous sommes partis des études avec des indicateurs, des situations de référence qui leur permettra de dire au bout de 5 ans, voilà ce que nous pouvons faire. Et nous avons aussi lancé un partenariat avec un ensemble de médias, avec des réseaux sociaux, et nous récoltons aussi ce que les populations pensent et ce qu'ils nous apportent comme éléments nouveaux. Et un deuxième document sera produit et qui sera remis au candidat qui sera élu pour lui donner en tout cas les moyens, les éléments de base d'aller vers l'établissement d'une politique familiale, parce qu'il n'y a pas de politique familiale au Sénégal. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sow. Merci à vous. Voilà, donc c'était Madame Fatou Sarr Sow, socio-anthropologue. Elle était l'invitée aujourd'hui dans Midi Actu et c'est la fin donc de ce numéro. Juste remercier donc celui qui m'a habillé aujourd'hui. Il s'agit de Amsi Création, joignable au 77 939 18 87. On se quitte comme tous les jours avec la météo. À demain, 12h, même heure, même chaîne, la RTS2. À très vite. Nationale, le nombre des députés